l'influence de l'idéologie dominante contemporaine dans le monde démocratique, qui est l'idéologie du postmodernisme, qui a une politique très particulière, et dont on voit, je crois d'ailleurs, que c'est la première manifestation de masse postmoderniste à laquelle on assiste avec ce qui se passe en Israël. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine d'analyse géopolitique Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme invité en ligne depuis Tel Aviv le professeur Shmuel Trigano. Bonjour Shmuel, très rapidement, vous êtes professeur des universités, vous êtes sociologue, philosophe et vous êtes surtout l'auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages ces 3 dernières décennies, des livres de réflexion sur l'identité, l'histoire, la sociologie et la philosophie juive. Et en fait, notre sujet cette semaine, c'est de se pencher sur, évidemment, les événements qui secouent Israël. On pourrait dire comme ça, pour rentrer dans le vif du sujet, que le débat démarré voilà 6 mois autour de la réforme judiciaire est en train de s'enflammer ces jours-ci autour du vote en deuxième et dernière lecture par la Knesset de la première loi en fait de la réforme judiciaire proposée par la coalition de droite, qui est censée, cette loi, atténuer, si ce n'est annuler, ce qu'on appelle la fameuse clause de raisonnabilité que la Cour suprême israélienne a imposée depuis 3 décennies dans les décisions pour contrôler finalement les décisions du gouvernement, des ministres et des administrations, donc des décisions effectuées par le pouvoir exécutif. Alors selon vous, derrière tout ce brouhaha des protestations et des contre-protestations, qu'est-ce qui est réellement en jeu dans les événements que nous vivons ? Alors, je voudrais dire d'abord que j'aborde ces questions avec une profonde affliction et une inquiétude encore plus profonde, car on assiste à des événements que nous n'avons jamais vus à l'œuvre en Israël et qui reflètent une crise très profonde. Maintenant, il y a ce que l'on pense, ce que l'on dit, les jugements que l'on émet, mais il y a aussi la réalité. Et si je lis la réalité telle qu'elle est du dehors en tant que sociologue, si l'on peut dire, et non en tant qu'acteur engagé, ce que je suis également et que je reconnais, qu'est-ce qui découle des derniers événements où l'on a vu justement un corps de l'armée de l'air poser un ultimatum à l'État. Si vous franchissez cette ligne rouge, nous ferons défaut à la défense de l'État. C'est signé, paraît-il, par 1000 ou plus officiers qui seraient concernés. Eh bien, un tel ultimatum posé devant l'État, c'est justement un ultimatum politique d'un corps de l'armée de l'air qui est la réalité même d'un coup d'État ou d'un putsch. Cette dimension-là est quand même tout à fait dérangeante parce qu'en fait, on peut lire cet événement d'une ou deux autres façons, mais objectivement, c'est bien ce dont il s'agit, un ultimatum posé par un corps d'armée de l'État à l'État, lui enjoignant de ne pas franchir une ligne rouge que ce corps d'armée définit lui-même. Alors, si nous sommes dans une version de ce type-là, en tout cas formellement, peut-être pas dans la conscience des acteurs, mais là, c'est une réalité sociologique, que l'acteur social agit, mais il ne sait pas nécessairement ce qu'il fait, emporté par la logique générale. S'il y a une tentative de ce type-là, où est la junte? La junte militaire qui accompagne un coup de cette façon-là. Or, là, quand nous regardons autour de nous et rétrospectivement, il y a tout un groupe de généraux, anciens chefs d'état-major, etc., qui appellent à la sédition et à la rébellion civile. Il y a donc une junte potentielle de laquelle se détache évidemment la figure centrale de Ehud Barak. S'il y a un projet de ce type-là, où est sa réalité sur le terrain? Nous avons découvert ces dernières semaines qu'il y a un quartier général de la protestation, comme le phénomène se nomme, composé d'associations civiles, d'ONG, de personnalités, etc. Que cette association, ce quartier général dispose
de sommes considérables qui lui permet d'inonder le pays de panneaux électroniques du nord au sud contre le gouvernement légalement élu, ce qui suppose un budget considérable, le travail de cabinet de relations publiques, etc. Ce corps d'armée, ce corps-là se donne. Il y a une association au nom évocateur et inquiétant, les frères d'armes, Achim Laneshek. Les frères d'armes en vue de quoi? En vue d'une rébellion civile. De même, on trouve aussi Koach Kaplan, le pouvoir de Kaplan, qui serait en quelque sorte l'exécutif au service de ce quartier général. Donc, alors, cela demande aussi à être placé dans le contexte, car la majeure partie des médias israéliens ont pris parti pour la protestation. Ils font circuler ces mots d'ordre, ils discutent ces inquiétudes, etc. Donc il y a à ce point-là quelque chose de réel. Et le phénomène que j'essaye de décrire objectivement, sociologiquement, s'adjoint une dimension idéologique, c'est-à-dire un ensemble d'idées qui sont très problématiques, parce que quand on les étudie de près, d'abord on est stupéfait de la disproportion entre les éléments invoqués et les peurs suscitées. C'est quelque chose de fascinant. On se demande d'où vient cette panique d'une partie du public. Elle vient d'ailleurs, sans aucun doute, mais elle a été cristallisée et travaillée par cette dimension-là. Donc, le décalage entre les peurs agitées, la réalité du terrain, le décalage entre le fait que c'est la réforme judiciaire qui est invoquée, alors qu'en fait, tout le monde s'en moque. Personne ne la discute, ce sont des prétextes. Alors justement, Shmuel, je voulais justement enchaîner sur cet aspect que vous développez maintenant, on commence à développer. On a l'impression que les diverses clauses de la réforme judiciaire ne sont qu'en fait qu'un prétexte pour remettre en cause la légitimité du gouvernement Netanyahou et de sa coalition pourtant démocratiquement élue, comme l'ont montré les enquêtes et les interviews parues dans la presse israélienne, selon laquelle dès les jours qui ont suivi les élections du 1er novembre dernier, donc 2 mois et demi avant le lancement de cette réforme contestée, en fait, il y avait un staff s'est mis en place à Tel Aviv autour d'Ehud Barak, et ça, ce sont les aveux de Gilad Shaer, qui était lui-même un des promoteurs des accords d'Oslo, pour savoir comment lancer une grande campagne anti-Netanyahou. Évidemment, le lancement de la réforme début janvier a permis de trouver un bon prétexte. Alors, on a l'impression, comme vous le dites, que les clauses de la réforme, c'est vraiment pas ce dont on parle. Puisque d'ailleurs, quand on écoute les différents porte-paroles, que ce soit les représentants des frères d'armes, comme vous disiez, ce sont des ignares au plan juridique. Les gens ne savent même pas quoi dire, si ce n'est qu'ils sont contre le gouvernement et contre des risques de dictature. D'ailleurs, terme sur lesquels on reviendra, si vous voulez. C'est une confusion terrible. C'est une confusion terrible, mais c'est le propre d'une réalité idéologique, d'un phénomène idéologique et social. Les acteurs sociaux se donnent des raisons d'action, mais il n'est pas sûr qu'ils identifient ce qu'ils sont. Et donc, si vous voulez, il faut revenir à 2 fois pour comprendre ce qui se trame. Il est clair que l'accusation de la réforme n'est qu'un prétexte, un leurre pour diriger la vision des choses et l'opinion, alors qu'en réalité, il s'agit de bloquer le fonctionnement du parti au pouvoir, de la coalition au pouvoir, qui a été, on le rappelle sans arrêt, légalement élu, mais dont l'élection est contestée au nom de la démocratie. On verra pourquoi un peu plus loin. Et donc, il y a là quelque chose de stupéfiant sur le plan de la rationalité. Et sur le plan de la compréhension, on reste sidéré devant
le fossé, l'abîme terrible entre les raisons invoquées, la gravité de la situation qui appelle à se ressaisir, etc., la menace de dictature, etc. On chante démocratie, démocratie, alors qu'en fait, on la contredit à chaque instant dans sa réalité institutionnelle et idéale. Et il y a là un décalage étonnant qui fait que nous avons une masse de population qui est embarquée, qui est prise dans ce trip. Je ne sais pas où elle va, vers quelle impasse elle va, et nous allons, parce qu'en fait, c'est une part importante de la société qui marque son désaveu du lien social tel qu'il a été pensé jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu quand même un signal très intéressant lorsque la manifestation s'est déplacée à Bnei Brak pour houspiller et critiquer, attaquer les juifs religieux comme étant une masse hostile à la démocratie. C'est quand même quelque chose qui est plus large que la réforme. Alors justement, quand les protestataires des organisateurs et les organisateurs, parce que tout cela évidemment est très pensé, donc les protestataires, que ce soit leurs leaders ou les manifestants de base, parlent de risque de dictature, on n'entend que ça, notamment si cette réforme était adoptée. Le plus inquiétant, selon vous, qui êtes sociologue, philosophe aussi, n'est-ce pas cette confusion, ce que j'appellerais, en paraphrasant le titre d'un ouvrage de Eliane Ahmadolevi-Velinci qui parlait de la dignité des mots il y a 20 ans à propos de la mise au ban d'Israël au moment de la première guerre d'Irak. Est-ce que justement le plus inquiétant, c'est pas cette indignité des mots aujourd'hui qui nous abreuve de définitions et des mots ne veulent plus rien dire? Et en fait, est-ce que cette dégénérescence sémantique, est-ce que cela ne nous renvoie-t-il pas à cette piètre culture historique et politique, non seulement de la plupart des manifestants qui ne savent pas très bien ce qu'ils disent, mais aussi de leurs dirigeants qui, eux, ont peut-être des arrière-pensées, cette fois, celle-là, beaucoup plus arrêtées? C'est le propre de tout mouvement idéologique, justement, de cette inflexion, le fait que on conçoit la réalité dans la perspective dans laquelle on est, sans se soucier d'autres perspectives éventuelles. Mais en fait, je reviendrai sur ce que vous avez dit. Ça a un sens, il faut le comprendre, et je voudrais l'aborder un peu plus loin, si vous voulez bien, qui est justement l'influence de l'idéologie dominante contemporaine dans le monde démocratique, qui est l'idéologie du postmodernisme, qui a une politique très particulière, et dont on voit, je crois d'ailleurs, que c'est la première manifestation de masse postmoderniste. À laquelle on assiste avec ce qui se passe en Israël, vous avez des choses qui se rapprochent, en France notamment, dans la politique française, avec les crises que nous avons vues à l'œuvre au Parlement, sur le plan de l'électorat, etc. Donc, les mots subissent une inflexion en fonction des situations dans lesquelles les acteurs sociaux se trouvent. Alors, effectivement, parler de dictature, on est effaré quand on vit quotidiennement à Israël et quand on parle de dictature. Il y a tellement de groupes qui constituent la société que je ne vois pas comment une dictature pourrait s'imposer de ce type-là. Et alors, parler de démocratie en déniant la loi de la majorité, c'est quand même quelque chose de paradoxal et d'inconséquent. Mais ça, c'est une posture postmoderniste par excellence, de dire que les majorités ne sont plus des majorités et que celui qui a raison, c'est celui qui a raison. C'est pas les électeurs. Et puisqu'on parle de l'idéologie postmoderniste et de la politique postmoderniste, je crois que la question fondamentale qui se pose, c'est la destruction du sujet national, la récusation du sujet national, de la collectivité comme nation. Nous avons pu le voir avec l'appel à l'étranger ces derniers mois, fait par les représentants de la manifestation. Nous le voyons également par la lettre de défiance des officiers qui se mettent à part de la nation en quelque sorte, alors même, et c'est un fait qui n'est pas courant, l'État d'Israël est menacé par ses ennemis de façon permanente.
Et donc, c'est un acte très lourd, dont d'ailleurs les acteurs ne se rendent pas compte, parce qu'en fait, en se rebellant, en devenant objecteurs de conscience, ils mettent en danger leur propre famille, eux-mêmes, leur propre milieu. Donc c'est une autodestruction en quelque sorte, en masse, si l'on peut dire. Et quand je vois leur conférence de presse applaudie à tout rompre, je suis effaré d'une masse qui se précipite dans le précipice pour y être englouti. C'est quelque chose de dramatique à quoi on assiste, ces scènes-là qu'on voit à la télévision, mais qui sont, avec le recul, incroyables. Donc, la décomposition du sujet national me semble quelque chose qui est en jeu là-dedans. Certains acteurs disent qu'il est en jeu, c'est le fait de vouloir continuer à vivre dans un pays, dans un État démocratique et juif. Et ici, la dimension juive devient l'obstacle. Mais aussi, ce qui relève de la politique postmoderniste, c'est l'absolutisation des concepts. Ainsi, la démocratie, elle est supérieure au système électoral démocratique. Donc, on peut se recommander de la démocratie tout en étant contre le régime démocratique, ce qui est une inconséquence logique considérable. Donc, il y a une essentialisation des concepts qui permet de se libérer de la responsabilité concrète. On favorise l'homme contre le citoyen. Ici, c'est l'individu. Chacun, le pilote de l'armée de l'air estime que le contrat qui le liait à l'État, quel contrat? Le contrat qui le liait à l'État a été trahi. Dans cette société, on favorise la démocratie participative plus que la démocratie représentative, l'ONG par rapport aux citoyens, et alors quelque chose ici de central, la montée en puissance du pouvoir judiciaire contre le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire. Donc, si vous voulez, c'est un cadre, c'est une structure classique. Donc, on se sert en quelque sorte de l'appui d'un droit qui est essentialisé pour s'opposer à la réalité politique contradictoire d'une société normale. À la souveraineté populaire, d'une certaine manière, qui elle, est censée... Tout le monde se recommande du peuple, mais quel peuple? Où est le peuple? Est-ce que c'est le peuple de la manifestation de droite ou est-ce que c'est le peuple de l'ultra-gauche? C'est quoi le peuple? Donc il y a ici le peuple, c'est ce qui se mesure au fil d'un régime politique, d'une constitution, d'un parlement, etc. Il y a le peuple comme métaphysique, idéal, et puis il y a le peuple concret. Donc si vous voulez, on invoque le peuple, mais en fait, on invoque soi-même, on invoque une partie du peuple. Et il y a là un problème qui n'est pas résolu. Donc en fait, ce à quoi nous assistons n'a pas de sens sur le plan du monde ancien, entre guillemets, que nous connaissons, mais prend tout à fait son sens dans une idéologie considérable, qui est une transformation du marxisme, qui est née en France dans les années 60-70, qui a émigré dans les campus américains et qui est revenu inonder toutes les démocraties de la planète, parce que le problème se pose dans toute l'Europe, dans tous les États, il se pose aux États-Unis, comme il se pose de façon violente en Israël, et c'est sans doute le premier cas qui se présente de cette façon-là dans l'univers démocratique. Alors spécifiquement, vous avez, je crois, tout à fait raison d'avoir pris comme exemple significatif la révolte, le mouvement de refus des réservistes de l'aviation. Est-ce que ce micro-milieu assez repérable au plan social, au plan socio-économique, au plan idéologique, qui est un micro-milieu, est-ce que ça n'illustre pas quelque chose de beaucoup plus grave, qui est le caractère, j'allais dire, méprisant, élitiste de cette protestation
protestation au plan justement social, culturel et j'allais même dire ethnique, sans parler d'Ashkenaz et de Séfarades. Mais enfin, si on devait faire des statistiques de la même manière que la Knesset nous compte un nombre très inférieur de députés séfarades, depuis, même si les choses sont en train de changer petit à petit, mais en tout cas, de la même manière, cette protestation, en tout cas dans ses leaders, elle est très connotée au plan socio-ethnique. Et est-ce que ce n'est pas, si vous voulez, à nouveau, aussi dans le cadre je dirais, du phénomène postmoderniste que vous analysez, mais un vieux démon de la société israélienne, où ce qu'on appelle la branja, ceux qui avaient le pouvoir et qui d'ailleurs l'ont toujours conservé, même lorsque des gouvernements de droite sont venus, se battent bec et ongle pour défendre le dernier carteron qui est en fait le dernier rempart de leur pouvoir, c'est-à-dire le système juridique, attendu que c'est lui qui protège leurs privilèges. Bien, il y a toujours eu deux Israël, deux visages d'Israël depuis l'Antiquité biblique, les tribus de Léa et les tribus de Rachel. Donc, c'est une donnée réelle et donc elle fait partie naturellement de la situation que nous analysons. Il y a un problème à ce niveau-là, c'est que effectivement, les sondages, les enquêtes nous montrent qu'il y a une connotation dite ethnique, je pense qu'elle est plus qu'ethnique, entre la masse des citoyens israéliens qui se recommandent de la droite. Ça commence depuis Begin, effectivement, car n'oublions pas que l'État travailliste socialiste est celui qui a créé le problème séfarade en Israël. Et donc, l'élection de Begin a été en quelque sorte un fracassement de cette structure-là, qui a ouvert la porte à une affirmation plus grande et la reconnaissance de l'existence d'une telle situation. Donc, si l'on voit aussi, on peut voir aussi la nature des deux manifestations. La population de droite et la population de gauche ou de l'extrême gauche, il y a une différence de style. Il est clair que ce mouvement est un mouvement des élites qui concerne les élites, l'élite israélienne. Le fait d'ailleurs de convoquer les high-techistes, les médecins, les avocats, etc., signale bien que tous ces corps de métier élitistes se distinguent du reste de la société. Et donc, alors, par ailleurs, ce reste de la société a pourtant élu une coalition qui est au pouvoir. Cette coalition peut plaire ou ne pas plaire. Néanmoins, elle a été élue démocratiquement. Et donc, on est obligé de la supporter, disons, au moins une période électorale. Regardons d'ailleurs la prise de position du barreau israélien. Becher, qui a été son président, a déclaré déjà, avant même que la loi ne soit votée, il l'attaquera devant la Cour suprême. Et donc, en fait, si vous voulez, là, on a une image du blocage général du système institutionnel. Donc, en fait, il y a, c'est vrai, une dimension de ce type-là, où une partie des Israéliens a le sentiment qu'on ne leur reconnaît pas leur égalité, leur intelligence et leur droit à incarner aussi Israël. Shmuel, merci beaucoup. On aurait aimé poursuivre, mais le temps qui nous est imparti se termine. Merci d'avoir été disponible pour ce dialogue et merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et rendez-vous à notre prochain magazine. À bientôt.